Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Les grandes contradictions. Nous sommes vendredi 18 février 2022. Gaspard Diamonsi, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Balarou. Achille Ousso, bonsoir. Bonsoir, Chamzine Balarou. Nous sommes encore là ce vendredi. Le premier sujet, on démarre par l'accès au marché nigérien. Un autre chavirement de bac fait plusieurs blessés et morts. A titré il y a quelques jours le seul quotidien béninois immédiatement disponible à Parakou et à Cotonou à partir de 7h. Je veux parler du quotidien de Batito Matin Libre. Gaspard Diamonsi. Oui, merci Chamzine Balarou et merci de nous avoir rappelé que Matin Libre est le seul quotidien disponible en même temps à Cotonou et dans le Nord, aussi bien dans le Sud que dans le Nord. Des parutions à 7h, c'est important de le rappeler. Nous tirons un coup de chapeau à ce quotidien qui a d'ailleurs attiré les attentions sur cet événement malheureux qui s'est donc déroulé il y a quelques jours. Moi, je ne sais pas, hein, j'ai l'impression que la question du transport fluvial n'intéresse pas nos autorités, alors que c'est une question importante. On laisse les gens traverser d'une rive à l'autre sans aucune mesure de sécurité. Cela s'est passé pour ceux qui font du Bénin au Nigeria pour aller faire leur petit commerce. Je ne sais pas pourquoi ça n'émeut pas, parce que ce n'est pas la première fois que cela se passe. Il y a des pertes en vie humaines. Et nous savons tous que quand un citoyen meurt pour un pays, c'est important parce que c'est une preuve valide qui est en train de s'en aller comme ça. Ça se remarque également. Vous avez des gens traversent pour aller à Dantopa à bord de nos pirogues. La traversée se fait également par rapport à ceux qui quittent, par exemple, les Agégués pour aller faire leur marché, peut-être à Porto-Novo ou ailleurs. Cela se passe également pour les gens qui quittent Soava et autres pour venir à Dantopa et autres. C'est à bord de ces pirogues de fortune que les gens traversent. Il y a beaucoup de morts. Souvent, cela se passe également à Tchaourou, où les gens meurent la plupart du temps sur nos fleuves, sur nos lagunes. Et c'est quand cela se passe qu'il y a une émotion où on commence par, oui, et on voit certaines autorités se déplacer pour aller consoler les parents ou donner quelques sacs de riz, et on s'arrête là. Et il faut aujourd'hui que cela soit véritablement réglementé. On a une police fluviale, si je ne me trompe. Que fait cette police fluviale? Il faut aujourd'hui qu'il y ait du boulot, qu'on contrôle la traversée de ces personnes-là désormais. Qu'il y ait véritablement des gilets pare-balles, que ceux qui sont dans le transport des personnes et des marchandises au niveau gilet désormais. Gilet ou gilet de sauvetage. Vous vous rappelez toujours de l'honorable Badamassi? Non, plutôt des terroristes. Donc je dis gilet de sauvetage, je vous l'ai dit. Donc il faut aujourd'hui que véritablement organiser la traversée sur nos fleuves et lagunes. Sinon, il y a quelque temps, cela s'est passé au Sénégal, il y a eu des centaines de morts par rapport au bateau appelé Jola. Il ne faut pas qu'on attende qu'il y ait d'abord des centaines ou des milliers de morts avant que les mesures soient prises. Je crois il faut quand même que nos autorités commencent par jeter un coup d'œil sur ce côté-là. Achille Ousso, vous ne voyez pas que c'est grave, des Béninois pour avoir accès au marché nigérien ont toujours des problèmes par rapport à cette, ils appellent ça bac, je crois. Mais des bacs de fortune. De fortune. Des bacs de fortune. Et c'est vrai que c'est le cas. Le silence oui. de l'autorité, je ne sais pas même pas. C'est énervant à la limite. Oui, c'est le cas nigérien qui nous préoccupe ce soir. Comme l'a rappelé tout à l'heure Gaspard, il ne s'agit pas seulement de voir ceux qui quittent le Bénin transport pour le entre le Nigeria et le Bénin seul,
parce que le Bénin, à l'intérieur même de notre pays, il y a le transport fluvial qui est développé dans certaines régions et les populations des zones lacustres ne connaissent que le transport fluvial comme moyen de déplacement. Et cela devrait quand même intéresser l'État. Cela devrait intéresser l'État parce que au-delà, j'allais dire, donc, du transport aérien et du transport terrestre, le transport fluvial est très sensible. Et contrairement, j'allais même dire, au transport terrestre, où on peut, en cas donc, de dégâts, estimer ce qui s'est passé, le transport fluvial est très sensible, aussi sensible que l'État donc devrait prendre des dispositions très importantes pour limiter les dégâts. Et par rapport à ça, je vois que malgré les multiples cas donc, de chavirement constatés, de naufrages constatés, l'État ne s'intéresse pas à ce secteur et le dernier cas en date devrait donc permettre d'attirer définitivement l'attention de l'État sur le fait, Gaspard a rappelé tout à l'heure qu'il y a qu'on appelle une police fluviale qui devrait définitivement s'intéresser à la question. Et je crois qu'il ne faut pas attendre donc qu'il y ait des pertes en vies humaines pour commencer par courir. Les causes de dernière heure, c'est inutile. Il faut anticiper, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et ce que nous faisons ici ce soir, ça participe donc à cela, tirer la sonnette d'alarme et attirer l'attention de l'État sur donc, cette insuffisance par rapport au secteur du transport en général, du transport fluvial dans notre pays. Et je crois que vers le Nigeria, c'est aussi sensible parce que en fuyant qu'on appelle le cordon douanier, les populations qui sont dans les transactions entre le Bénin et le Nigeria préfèrent ce transport-là parce que ça permet donc d'une manière ou d'une autre de contourner les douaniers et l'État devait prendre toutes les dispositions. Il devait savoir que le Bénin est traversé par beaucoup de cours d'eau et ceux qui donc sont chargés de s'occuper de cet aspect du transport dans notre pays devraient en faire un devoir sacré, aussi sacré que il faut donc mettre tous les garde-fous. On a dit tout à l'heure que les gilets de sauvetage, je ne voudrais pas commettre les gilets de sauvetage, c'est ce qui manque vraiment sur les chalands de fortune. Mais je crois que quand l'État va mettre son veto, les gens seront obligés de se mettre en règle. Et Gaspard Diamossi, l'État doit prendre ses responsabilités. Non, absolument. Moi, je pense qu'il faut organiser le secteur. L'État peut l'organiser. Et désormais, en faisant cesser l'informel, aujourd'hui, j'ai ma barque, j'ai ma pirogue, je peux transporter les gens. En réalité, on peut organiser. Et je pense que c'est pas... Si l'État organise, les privés peuvent aussi s'engager dans ce domaine. Nous avons vu les Nigérians quand ils voulaient jouer les éliminatoires contre le Bénin. Nous avons vu comment les joueurs nigérians sont arrivés au Bénin. Ils sont arrivés avec des barques motorisées, des barques bien construites. Et en plus, avec les gilets de sauvetage, tout et tout, la sécurité y était. Quand vous prenez le transport routier, le transport automobile que nous connaissons là, pour être conducteur d'un taxi ou bien d'un véhicule, il faut avoir un permis, son permis de conduire. Et la voiture aussi, il faut la visite technique, l'assurance, un certain nombre de choses. Donc, évidemment, on peut organiser également ce secteur-là dans ce sens. Et là, je crois que tout le monde sera alors. Le deuxième sujet, selon Pascal Aloko, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses parlant de l'extrémité religieuse. Le cas Gbanamé est plus grave que Azaël. Il estime que Parfait a sa place en prison depuis longtemps au vu de ses agissements. Gaspard Diamossi. Ça me fait rire. Je ne sais pas s'il a raison, mais un cas n'est pas plus grave qu'un autre à mon avis. Et ce que Azaël a fait est extrêmement grave.
puisqu'il y a eu des morts. Il y a eu au moins 9 personnes qui ont été abattues, dont 2 forces de sécurité. C'est assez grave. Donc, si on compare, on ne peut pas dire qu'un cas. Mais en même temps, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi il y a une certaine impunité du côté de Gbanamé. Parce qu'il y a des faits suffisamment graves à reprocher également de ce côté-là. Des faits, entre-temps, avaient occasionné des morts. C'est peut-être indirectement, mais des gens sont morts du fait des instructions d'une certaine pratique de Gbanamé. Elle n'a pas été inquiétée. Elle est allée même jusqu'à outrage, injure au premier magistrat du pays. Elle n'est pas inquiétée. Et presque tous les jours que Dieu fait, il y a de ces propos qui outragent, qui injurient, qui diffament, qui appellent à je ne sais quoi, et on ne comprend pas pourquoi elle fait tout ça et elle n'est pas inquiétée. Donc j'estime que le pasteur Alopo, qui soit dit en passant, n'est pas aussi un exemple, parce qu'on a vu également ces pratiques dans un passé récent ici également. Il parle de laïcité de l'État, mais quand on observait également ces pratiques, on confondait le religieux qu'il était avec le politique. Il faisait un peu tambour battant ici, il était politique, il était à la Sénat, il était un peu partout, il faisait tout. Donc il n'est pas non plus un exemple, mais je pense qu'il a tiré la sonnette d'alarme par rapport à une situation, et j'estime que cette situation-là doit être réglée, parce qu'on a comme l'impression que même si elle n'est pas Dieu avec grand D à travers, elle n'est pas notre créateur, elle est peut-être, non, elle quand je dis Dieu, hein? Non, quand je le dis qu'elle n'est pas avec grand D, elle n'est pas mon Dieu. Néanmoins, elle a comme l'impression d'être, elle donne un peu comme l'impression, bien on a comme l'impression par rapport à tout ce qui se passe, à l'impunité, à tout ce qui l'entoure, qu'elle est quand même un petit Dieu dans le Bénin d'aujourd'hui. Puisqu'elle est intouchable jusqu'à la voilà, voilà. Donc elle a une force. Hein. Bon, qui permet de dire qu'elle est peut-être un petit Dieu. Achille Ouzou. Oui, mais c'est vrai que nous n'allons pas faire le lit ici à l'intolérance religieuse, encore moins à la guerre des religions, parce que qui parle de Alopo parle donc d'une certaine religion qui peut-être ne partage pas la même conviction que celle de Parfait ou celle de la religion catholique privée de Gbanamé. Et donc, bon, encore moins de Azaël. Alors donc on ferait tout de suite le lit à cette intolérance religieuse si tout de go nous donnons raison au pasteur Alopo. Qu'Assois l'a rappelé tout à l'heure, je reviens plus sur les détails par rapport donc au comportement de celui-là par le passé, un passé qui n'est pas aussi lointain et qui est peut-être aussi encore vivace dans les esprits des Béninois. Mais c'est très important quand même de dire que au-delà de ces déclarations, au-delà donc de cette position prise par le pasteur Alopo sur la question donc de la création tous azimuts des religions dans notre pays, qu'il est important quand même de tirer encore, je le martèle, la sonnette d'alarme sur ces pratiques sociales aujourd'hui, où j'allais dire pratiques socio-religieuses. Et il faut que nous l'avions déjà dit, c'est la dernière fois, on revient encore une fois interpeller la responsabilité de l'État, la responsabilité du ministère de la sécurité publique, ministère de l'Intérieur de la sécurité publique, par rapport donc à la création de ces églises dans notre pays. Mais le Bénin est un pays laïque. Mais ça, vous savez ce que ça veut dire? Un pays laïque veut dire que chacun est libre d'entreprendre. Mais ce n'est pas aussi pour cela que le Bénin n'est pas un état de droit. Dans un état de droit, il faut faire les choses conformément donc, aux lois qui sont établies et qui régissent les relations entre les citoyens. Je crois que ce n'est pas en voulant jouir de sa liberté ou de cette liberté qu'il faut créer des dommages aux autres. Ça, là aussi, c'est la laïcité de l'État. Et par rapport à ça, il faut nous interpellons encore une fois, parce que les dernières déclarations de Parfait sont aussi graves que celles que nous avons reprochées
au pasteur Firmin, comment il s'appelle, de l'église Azaël. Azaël. Hein? Donc, ce sont des propos va-t-en-guerre et il faut les censurer. Et celui qui a même de les censurer, c'est l'État. Et nous mettons l'État face à sa responsabilité. Gaspard Djamoussi. Non, sur le sujet, bon, c'est vrai que quand on parle, on a parlé de propos, mais ce n'est pas que des propos. Il y a des actes. Il y a des actes. Les gens les ont accusés d'une certaine pratique de rançonnement ou d'escroquerie, ou c'était presque de l'ICC où on dit de déposer 50 000 et de prendre 500 000 ou 1 million. Et les gens ne sont pas rentrés dans leur sous jusqu'à ce jour. Et je crois qu'au moins un pasteur ou bien quelqu'un de l'église a fait une lettre ouverte et a fait des dénonciations. Et par rapport à tout cela, on a comme l'impression qu'il y a une certaine impunité par rapport... On n'en veut pas personnellement à la dame. Elle est libre, comme l'a dit Achille, d'entreprendre d'être Dieu comme elle veut dans sa paroisse. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est les pratiques qui portent entorse à autrui. C'est les pratiques qui tendent à aller contre les lois de la République. Ce sont ces genres de pratiques-là qui ne sont pas... Azaël agissait. Personne ne l'a inquiété, mais quand il a voulu déborder, voilà ce qui s'est passé. Maintenant, si de l'autre côté aussi on déborde tout le temps et qu'il n'y a personne pour dire il faut arrêter, il ne faut pas attendre qu'il y ait le pire avant de réagir. Parce que là où nous allons là, attention, je ne dis pas que le pire va venir bientôt, je ne vais pas être l'oiseau de mauvais augure, mais si on ne tape pas de poing sur la table, il ne faut pas s'étonner qu'on dépasse finalement les bornes de ce côté-là. Le troisième sujet, plusieurs centrales et confédérations syndicales ont manifesté ce matin, donc à travers un géant meeting contre la vie, la cherté de la vie et l'approvissement du panier de la ménagère. Achille Ousso. C'est un secret de polichinelle que de dire aujourd'hui que le Béninois souffre. Oui, mais on ne peut pas se le cacher. C'est vrai. Les centrales vous êtes comme un enfant chéri de la République aujourd'hui, en 51. Comment excusez les Béninois souffrent? Vous n'êtes pas dedans. Vous êtes le porte-parole des Béninois. Ah non. Non, mais si vous voulez, je suis un Béninois comme vous autres. Et nous payons le lait cher, nous payons... Mais vous avez pris des momos récemment. Pardon? Non, mais récemment, vous ne payez pas momo. Qui vous a dit ça? Momo, pourquoi? Aucun ancien n'a pris de momo. Non, au contraire, c'est vous les particuliers qui en avez pris. Et vous n'avez jamais déclaré ça ici. Hein? Monsieur, vous avez vu mon nom dans la base. Non, mais est-ce qu'on a publié les noms? Bon, au moins ça, c'est quelque chose qui est déjà à l'actif. À l'actif du pouvoir. Mais est-ce que monsieur qui ne va pas? Chamdi Badarou a déclaré que en tant que privé, il a bénéficié du fonds Covid? Rien du tout. L'Ogrid n'a rien reçu. On attend toujours. Mais jusque-là, rien. Est-ce que vous êtes... En tout cas, on ne va pas parler de ça ici. Retenez tout simplement que Guérit n'a rien reçu jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous souhaitons quand même qu'ils vont se rattraper et que Guérit aura sa part. Ça me fera plaisir. Seulement que nous sommes tous sur le marché national et nous constatons que ça coûte cher. Ça coûte cher partout. Tout coûte cher. Même j'allais même dire d'abord les produits de première nécessité. Tout coûte cher. Et c'est important aujourd'hui que le peuple donne de la voix pour montrer au chef de l'État et à son gouvernement que ça ne va pas. Je crois que c'est du devoir quand même aussi du peuple, donc d'accompagner l'État dans ce sens. Et je crois que le gouvernement et le président Patrice Talon ont pris déjà la mesure de la situation en annonçant déjà une augmentation du salaire des travailleurs. C'est vrai que ça tarde à venir. Ça tarde tellement à venir qu'aujourd'hui, ça fait encore plus donc, de mécontents dans l'opinion parce que depuis 3 mois, qui vous souviennent, c'est en décembre que le chef de l'État a fait les déclarations successives allant dans le sens donc, de l'augmentation ou de l'amélioration des salaires des fonctionnaires de l'État. Mais nous sommes pratiquement déjà à fin février et nous ne voyons rien venir. Surtout que la commission qui a été annoncée pour faire le travail jusque-là, rien ne fit de ce côté-là pour toute
au moins donner l'impression donc au peuple que quelque chose est en train d'être fait. Et je crois que le gouvernement devrait donc anticiper sur les choses, parce que si le peuple ne se porte pas bien, c'est la tête qui va en souffrir. Et la tête ici, permettez donc de le dire, c'est d'abord le président de la République, puisque c'est à lui que le peuple a donné pouvoir et mandat donc de le conduire pour 5 ans tout au moins. Gaspard Diamorsi, comment vous appréciez cette démarche des confédérations syndicales? Comment vous appréciez? Non, moi je suis déjà... Bon, ma satisfaction c'est déjà que ces centrales et confédérations se réveillent. Se réveille parce que d'un long sommeil. Absolument, le sommeil c'est même plus qu'un long sommeil parce que il y a longtemps qu'on ne savait plus qu'il y avait de centrales de syndicats dans ce pays-là, et c'est heureux qu'ils aient au moins, c'est vrai que le droit de grève n'est plus ce qu'il était, mais c'est déjà heureux qu'ils aient donné de la voix par rapport à une situation que les Béninois vivent, par rapport à une situation que les travailleurs vivent. Bon, Achille a dit que les Béninois souffrent, c'est peut-être excessif, mais aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que la vie est chère. Tous les produits sont chers. Président, où est la différence? La fiscalité, la différence entre les Béninois souffrent. La fiscalité s'y est ajoutée. Voilà. Tous les produits sont chers. Exact. Le panier de la ménagère s'amenuise. Les centrales syndicales ont dit attention, il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. Ils sont sortis, ils ont fait des propositions. Maintenant, reste au gouvernement de se pencher sur ces propositions. Maintenant, si cela n'est pas fait, les centrales syndicales, les confédérations syndicales ont encore quel pouvoir d'agir? Moi, je me pose cette question-là. Mais ils ont fait des propositions. C'est vrai, moi, je ne veux pas m'attarder sur la question de l'augmentation du salaire parce que ce n'est pas ça qui permettra à l'ensemble des Béninois de ne pas souffrir, parce que ça ne profitera qu'à ceux qui bénéficient de salaire. Vraiment, vous êtes encore jaloux. Quelque part, ce n'est pas de la jalousie. Tout à l'heure, le président, l'annonce n'a été faite qu'en décembre. Vous comptez déjà les mois. Il y a une commission qui travaille. C'est sûr que ça arrivera. Mais ça ne soulagera pas l'ensemble des Béninois. Par exemple, dans les propositions, ce que moi j'ai retenu d'essentiel, en dehors de tout, c'est vrai, ils ont parlé des impôts, de tout et tout, mais ils ont parlé du contrôle, de renforcer le mécanisme du contrôle des prix dans les marchés. Quand le dernier conseil, enfin le conseil des ministres qui a parlé de la cherté de la vie, a parlé de hausse injustifiée des prix. Si la hausse est injustifiée, pourquoi la hausse est injustifiée? C'est comme s'il y a une incapacité du gouvernement, du pouvoir public à agir pour contrôler les prix. Ça veut dire que les prix, ce n'est pas les prix officiels, ce n'est pas les prix normalement qui devraient être appliqués, qui sont appliqués. Donc, la cherté de la vie, là, c'est comme une cherté superficielle. Donc, il faut maintenant un mécanisme. Parce que nous tous, celui à qui on augmentera de salaire, celui à qui on n'augmentera pas de salaire, nous allons dans le même marché. Si aujourd'hui, il y a une régulation par rapport aux prix et que les prix sont normaux, je crois que nous tous, on aura satisfaction. Maintenant, les avantages individuels que chacun pourra avoir par rapport à son secteur, l'augmentation de salaire arrivera. Ce qui sera fait au privé sera fait. Donc, ceux qui sont employés par le privé auront. Je crois que ils ont également parlé des entreprises et autres là qui sont asphyxiées par les impôts et taxes. Je crois que là aussi, il y a eu des propositions qu'ils ont eu à faire. Si les échanges commencent, je crois que ça permettra à ce qu'une solution soit trouvée à chacun. Parce que le développement, quand on parle de développement, c'est le bien-être d'abord des citoyens. Ce n'est pas, je suis désolé, ce n'est pas les routes, c'est d'abord le ventre. Il faut être rassasié pour passer sur les pavés, pour passer sur les voies, pour passer sur les ponts qui seront construits. Donc, il faut véritablement agir sur cela. Le président a annoncé un second mandat hautement social. Nous attendons toujours le hautement social. Il n'a pas encore passé un an. Non, il n'est pas passé. Par rapport, donc... non, c'est certainement... Calmez-vous, ça vient. Moi, je suis calme. Ça vient. Et j'espère que ça viendra. Ça, c'est un an, c'est dans 2 ans. Non, dans 3 ans. Un an, c'est dans 2 ou 3 ans. 3 ans ou mois. C'est en avril. C'est en avril même. Parce que... On a fait en mai, non? En mai prochain. Donc, je crois que nous avons encore quelques mois devant nous pour apprécier véritablement de toute la façon, politique le chef de l'État, il a son timing. Sociale il a son timing. Le président de la République. Et il a son timing. Non, mais nous espérons quand même qu'il sera
comme il a dit, à la hauteur donc, il a son timing. de ses promesses et que tous les Béninois se porteront certainement bien. De toutes les façons, les anciens n'ont plus de problème aujourd'hui. Non, moi, qu'est-ce que vous dites? Qui n'a pas de problème? En réalité, nous sommes des hommes. Et les hommes, je dis hommes avec grand âge, c'est des éternels insatisfaits. Même si talon augmente de salaire, je crois que dans 1 an, dans 2 ans, on va toujours continuer à crier. Ça là, c'est une évidence. Moi, ce que j'ai aimé en tout cas, c'est la capacité de réaction. Parce qu'on a aujourd'hui comme l'impression que tout le monde dort dans le pays. Le fait de dire que ça ne va pas et de faire des propositions, je crois que c'est ça qui fera avancer le pays. Ce n'est pas que tout le monde se taise et observe les choses comme si... Merci à vous, Gaspard Gamossi. Le 4e sujet pour terminer cette émission de ce vendredi, on ira hors de nos frontières, le Ghana, plus précisément après l'élimination jugée précoce à la CAN 2021. Le capitaine des Black Stars, André Ewe, convoqué, je crois que c'est comme ça on prononce son nom. Ayou, hein, bon. Vous êtes Béninois. Je ne suis pas. Faites l'effort de traverser les frontières du Bénin et du Togo. Raison pour massacrer le nom de quelqu'un. On le convoque donc au Parlement. Une première. Non, mais non, ça montre l'importance de ce que c'est qu'une équipe nationale de football dans d'autres pays. Parce que les parlementaires ghanéens ont estimé que le Ghana a été éliminé précocement. On a convoqué le capitaine de l'équipe nationale à l'Assemblée nationale pour l'écouter. Et il n'est pas le seul. Il sera accompagné certainement du sélectionneur, du président de la fédération et de tous ceux qui ont géré la participation du Ghana à la Coupe d'Afrique des Nations et Cameroun et 2021. Moi, quand j'ai appris cette information, moi, j'ai fait rapidement la parallèle par rapport à mon pays. Vous pensez que le Parlement peut aussi interpeller non, moi, les dirigeants de... Moi, je n'ai pas... Vous savez, je ne sais pas. On n'interpelle pas les ministres, c'est les joueurs, on va interpeller. Écoutez, moi, sur cette question-là... Bon, mais les ministres, on interpelle, le Parlement interpelle régulièrement les ministres. Oui, combien de ministres sont interpellés? La question, aujourd'hui, il faut être honnête, la question du contrôle de l'action gouvernementale, c'est à revoir. C'est absolument à revoir. On va y revenir certainement. Restons au Je Ghana. ne sais pas, est-ce que aujourd'hui au Bénin, les députés ont la possibilité d'interpeller le capitaine de l'équipe nationale directement? Je ne pense pas. C'est peut-être le ministre des Sports qu'ils peuvent interpeller et qui va arriver avec sa délégation. Mais ce n'est que le ministre, je crois qu'il peut répondre directement en plénière à la question des députés. Peut-être qu'une commission peut interpeller l'équipe. Mais je crois que c'est une bonne chose parce que les députés, tels que ça s'entend, c'est les représentants du peuple. Et le peuple n'a pas compris comment une équipe comme l'équipe du Ghana peut se faire éliminer de cette façon-là à la CAN. Et ils ont voulu que le capitaine vienne s'expliquer aux représentants du peuple, donc au peuple par rapport à cette situation-là. Je crois que si cela se fait ainsi, à l'avenir, je crois que les joueurs réfléchiront par 3 fois quand ils sont sur le terrain, encore que bon, si les circonstances de l'élimination sont des circonstances vraiment qui valent la peine, je ne pense pas, parce que parfois il y a des choses qui ne dépendent pas des joueurs, qui ne dépendent pas. Si tout est organisé de sorte que l'équipe doit aller loin, c'est la faute des joueurs ou de l'encadrement, on peut leur en vouloir. Mais parfois, ce n'est pas des choses qui dépendent des joueurs ou de l'encadrement. Je crois que pour le Ghana, c'est un certain nombre de circonstances qui les ont amenés à être éliminés. J'espère qu'André Ayou aura les arguments ou les éléments pour convaincre les députés et leur expliquer tout ce qu'il faut. Mais j'espère que, également, dans mon pays, un jour, le Parlement va pouvoir se saisir de ce genre de situation parce que les conditions lamentables dans lesquelles le Bénin a été éliminé, ça n'a ému aucune autorité à mon avis. Ça n'a fait l'objet que de quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Mais quand les écureuils gagnent une petite équipe, pourquoi on voit tout le Bataclan qui se fait dans les médias et sur les réseaux sociaux par rapport aux compétences des uns et des autres. Mais quand ça perd malheureusement, bon, ça passe par perte et profit. Achille Osso. Oui, mais je crois que c'est une première. Hein. Nous avons vu par le passé des présidents de la République qui amenaient les joueurs systématiquement au camp pour les faire marcher et faire bien. Donc, mais ceci est une première. Ce que le Ghana vient de faire, ou le Parlement ghanéen vient de faire une première, et ça devrait donc intéresser tout État parce que il y a quand même, hein, quand l'équipe nationale d'un pays participe
à une compétition, qu'elle soit sous-régionale ou internationale, il y a la remise du drapeau national. Donc, cela est le symbole d'une lettre de mission. Et en tant que tel, l'équipe est en mission pour le pays. D'accord? Et je crois que par rapport à cela seul, les députés pouvaient se donner le droit d'interpeller l'équipe nationale par rapport à sa prestation ou donc s'intéresser à décorer même l'équipe par rapport donc à une bonne prestation à une compétition. Et je crois que cela fera école désormais dans la sous-région, surtout en Afrique et surtout chez nous, comme le disait tout à l'heure Gaspard Diamossi. N'oubliez pas que les ressources qu'on met à la disposition donc, de ces joueurs-là, ce sont les ressources de l'État ou plus précisément les moyens des contribuables. Et donc, par rapport à ça, on devrait être en droit de leur demander des comptes. D'accord? Et je crois que l'interpellation d'André Ayew, capitaine de l'équipe nationale du Ghana et du sélectionneur national, est une bonne chose. Et ça devait peut-être permettre de crever l'abcès, de voir ce qui n'a pas bien tourné et de prendre désormais, en fait, que ça devrait amener aussi le Parlement à peut-être participer donc, à la résolution des petits problèmes qui seraient à l'origine de leur piètre prestation à cette compétition-là. Parce que le Ghana était attendu pratiquement donc, sur le podium de la compétition. Malheureusement, le Ghana a été sorti à la phase éliminatoire de la Coupe. En tout cas, nous-mêmes qui ne sommes pas Ghanéens, ça nous a vraiment touché, on n'a pas compris et on continue de se poser des questions. L'interpellation, nous l'avons entendu. Je crois aussi que au-delà de l'interpellation, les réponses qui seront données seront publiées et ça nous permettrait de savoir ce qui s'est passé réellement pour que le Ghana se comporte comme ça à cette CAN-là. Gaspard Diamossi, nous sommes à la fin de cette émission. Les 30 minutes sont passées. Et votre conclusion? Bon, oui, ma conclusion, elle est toujours la même. C'est que je donne souvent rendez-vous. Et ça me lie et ça me permet de me délier partout où je suis pour être ici chaque vendredi. Parce que je suis sûr que si je ne suis pas sur le plateau vendredi prochain, certains se diront, mais il nous a dit à vendredi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Mais avant, je voudrais rappeler que notre cher ami, le spiritualiste, Maître Dao, sera avec ceux qui le souhaitent bien. Nous espérons qu'ils seront nombreux au Hall des Arts le vendredi. Le samedi 26 février. Les couples qui sont en difficulté, ceux qui ne sont pas en difficulté, ceux qui veulent raffermir leur couple ont intérêt, n'est-ce pas, à se rapprocher, à aller vers Maître Dao et à se retrouver au Hall des Arts. Quant à nous, bien entendu, on donne rendez-vous comme toujours pour le vendredi prochain. Achille Osso. Je dis merci à nos internautes et téléspectateurs, à nos amis, les amis de l'émission Grande Contradiction, ceux qui sont toujours au rendez-vous les vendredis et les samedis pour nous suivre. Merci à eux et merci à Gré TV, à toute l'équipe technique pour le travail abattu, pour nous permettre donc de dire nos avis sur les questions qui touchent l'actualité nationale et internationale. Merci. Merci à vous, Achille Osso. Merci à Gaspard Diamossi. Mesdames et messieurs, merci à vous également. Merci à Alphonse Boton, réalisateur maison, assisté de Kabirou Djadi, qui est resté sur les caméras. Mesdames et messieurs, on se dit à vendredi prochain, comme Gaspard Diamossi a l'habitude de le dire. À très bientôt. Au revoir.